Je suis entouré d'un homme politique, Jean-Paul Delevoye, qui fut ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État, l'aménagement du territoire, qui a été également président du Conseil économique, social et environnemental, et puis dont on peut dire que vous avez rejoint très tôt la démarche originale d'Emmanuel Macron et être sans doute un des artisans de sa victoire, on en reparlera peut-être. Et puis une autre fonction qui me semble intéressante aussi pour notre sujet aujourd'hui, vous avez été médiateur de la République. Et par rapport aux tendances de la société, je crois que vous avez occupé là un poste d'observation et d'action qui était particulièrement pertinent pour ce sujet. Et puis à ma droite, un observateur, un analyste de la vie politique, Pascal Perrineau, qui a été donc le directeur du Centre d'études de la vie politique de Sciences Po et qui continue à nous livrer en permanence des analyses. Alors je dis que l'actualité nous bouscule parce que je vois ce qui se passe ces temps-ci et à travers la presse et les médias. Ni droite ni gauche, vraiment une bonne idée. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a de plus en plus de droite et de plus en plus de gauche. On a parlé des gauches irréconciliables, hein, gauche de gouvernement avec Valls, gauche d'opposition avec Mélenchon. Ces jours-ci, on entend parler de droite irréconciliable. Juppé versus Wauquiez, Estrosi versus Ciotti. Donc on va parler ni droite ni gauche, et puis j'ai l'impression que dans le paysage, il y a de plus en plus de droite et de plus en plus de gauche. Donc j'aimerais savoir, et je me tourne d'abord vers vous Pascal, quelles sont les grilles de lecture qui ne fonctionnent plus, grilles de lecture qui nous ont valu pendant des décennies un clivage, je dirais franc, clair, dans lequel on se retrouvait confortablement. Apparemment, ces différentes grilles de lecture ne fonctionnent plus. Lesquels et depuis quand? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Il faut faire attention à ne pas reconstruire le passé. Vous venez de dire les choses étaient simples jusqu'à maintenant, l'ordre bipolaire régnait. Oui, il régnait, mais il avait déjà quelques coups sur la carrosserie. Dans la mesure où cet ordre bipolaire, gauche-droite, ces deux grandes familles, ont-elles été des familles, d'ailleurs? Comme toutes les familles, elles ont été parcourues de multiples divergences, de multiples conflits. Par exemple, je disais ça récemment dans un débat qui était une salle où il y avait beaucoup de gens nostalgiques de la gauche unie. Je leur disais, vous savez, la gauche unie, quand vous regardez l'histoire de la gauche, c'est l'exception. Quand vous regardez l'histoire de la gauche, la règle, c'est la désunion, c'est pas du tout l'union. L'union qui se met en place dans les années 70 et qui se dérègle à partir des années 2007, c'est une parenthèse dans l'histoire de la gauche. La gauche a été beaucoup plus plurielle qu'on veut bien le dire. Et d'ailleurs, quand vous regardez les historiens, et en particulier les historiens de l'institution à laquelle j'appartiens, les historiens politiques de Sciences Po, maintenant vous avez 3 livres très intéressants. Il y a bien sûr le livre historique de René Raymond sur les droites. René Raymond ne parlait pas de la droite. Il disait il y a des droites avec des tempéraments, en effet, assez peu conciliables. Maintenant, on a l'équivalent du livre de René Raymond pour la gauche, c'est l'extraordinaire livre de Jacques Julliard. Et Jacques Julliard ne dit pas la gauche, il dit les gauches et il en distingue 4. Et nous avons, même si l'ouvrage est moins connu, Jean-Pierre Rioux, qui a écrit un très beau livre sur l'histoire du centre de Mirabeau à Bayrou. Et Jean-Pierre, il distingue 3 centres. Donc vous voyez, en fait, il y a 4 droites, 4 gauches, 3 centres. Ça fait déjà 11 familles. Hein, bon, voilà. Donc l'ordre bipolaire, voilà. Mais c'est vrai que de temps à autre, en particulier dans des grandes périodes de conflit, 1936, la libération d'une certaine manière, 58, 68, 1981, on pouvait avoir l'impression qu'il y avait, un grand affrontement bipolaire. Du moins au second tour, on mettait nos divergences dans la poche et on allait au combat, le bien contre le mal contre le bien. Très bien. Mais il faut savoir que ça marchait de moins en moins, cette affaire. Depuis les années 80, une majorité de Français interrogés dans les enquêtes d'opinion dit les notions de droite et de gauche ne veulent plus dire grand-chose pour comprendre les grands enjeux de la vie politique d'aujourd'hui. Ça commence dans les années 80, ça n'était pas le cas dans les années 70. Il y avait une majorité de Français qui disaient tout ça, ça a du sens.
Dans les années 80, ça commence à se dérégler. Et depuis, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, ça n'a cessé de monter pour atteindre un point d'orgue, quand ? En janvier 2017. Justement, quelques mois avant la disruption phénoménale que l'on vient de connaître. En janvier, mais on disait ça, mais on disait, ouais, c'est des histoires de politologues, là, un peu fatigués, ouais, bon, c'est pas à prendre au sérieux. En janvier, on avait mesuré ça, à partir de la même question, c'était 75% des Français qui vous disaient, ça n'a plus grande pertinence. Tout en se sentant de droite ou de gauche, parce qu'on peut se sentir par, j'allais dire, atavisme familial, par tradition. On peut se sentir, bien sûr, de gauche ou de droite, partager certaines valeurs qu'on considère comme caractéristiques de la droite, de la gauche ou du centre, d'ailleurs, et en même temps dire, mais tout ça est de plus en plus un théâtre d'ombre. Tout ça n'a plus beaucoup de sens sur les grands enjeux d'aujourd'hui, en particulier sur la question européenne, et sur la question de la globalisation. Sur la question européenne, c'est clair. Il fallait écouter depuis 30 ans ce qui se passait dans les urnes. 1992, Maastricht. 2005, le traité constitutionnel européen. Une France qui se divise en deux. Mais était-ce la bipolarité gauche-droite? Pas du tout. Mais jamais. Vous regardez sérieusement toutes les enquêtes qui ont été faites sur le oui et le non à la construction européenne, ça n'avait rien à voir avec le clivage gauche-droite. C'était un autre type de clivage, mais qui était annonciateur de ce qui allait se passer. Et dernier point, ce qui est en train de se dérégler, c'est quoi? En effet, on a vécu pendant 2 siècles, depuis la Révolution française, sur cette affaire de gauche-droite. Et d'ailleurs, on s'opposait. La gauche et la droite, il ne faut pas croire que ce sont 2 essences de toute éternité. La gauche et la droite, ça commence début du 19e, au moment de la Révolution française, autour de la question, au fond, du principe de légitimité du régime, république ou monarchie. Mais à la fin du 19e, le problème est réglé, puisque les catholiques français se rallient à la République. La question du régime, de la légitimité, n'est plus une question. Et ça va être la place de l'Église dans la société, qui va être le grand conflit autour de la question scolaire. Et puis peu à peu, ces affaires se règlent. Et ça va être, à partir des années d'après-guerre, la question économique. Quelle est la place de la puissance publique dans l'économie? Intervention et puis, ou pas? Voilà. Et puis, depuis les années 2000, mais attendez, la fin du XXe siècle, le début du XXIe, c'est plus ça la question, puisque le gouvernement qui a le plus privatisé, c'est pas un gouvernement de droite, c'est un gouvernement de gauche. C'est le gouvernement de Lionel Jospin qui a le plus privatisé. Donc la question économique n'est même plus une ligne de partage. Et c'est sur ce champ de ruines que les Français disent, bon, ben, vous voyez bien, ça n'a plus beaucoup de sens. Voilà. Et alors, Jean-Paul Levoy, par rapport à ce que vient de dire Pascal, est-ce qu'on peut dire qu'il y a ces dernières années un moment où la gauche se serait reniée, où la droite se serait disqualifiée? Est-ce qu'il y a des points qui ont pu faire dire à des électeurs, c'était pas cette gauche-là dans laquelle je me retrouvais, c'était pas cette droite-là aussi? Dans la décomposition, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des erreurs commises? Alors d'abord, bonjour à tous et merci de nous avoir invités et surtout merci à l'initiative d'acteurs économiques de permettre d'avoir des échanges avec des citoyens. On y reviendra parce que la vraie bataille politique de maintenant, c'est la bataille des cerveaux et des esprits. Et c'est un sujet qui est aujourd'hui extrêmement important. Ravi aussi de voir Pascal Perrineau parce que quand j'étais président du Conseil économique, nous avions conclu un partenariat et je souhaitais que les membres du Conseil soient éclairés sur les mouvements qui structurent les foules. Et très souvent, la classe politique, mais ça n'est pas vrai uniquement qu'en France, cherche à maîtriser les foules et non pas à en comprendre les mouvements. Et l'on cherche à faire en sorte que le citoyen obéisse. Or, on n'a pas compris que l'émulation, l'émancipation de chacun, la capacité d'avoir accès à des informations, même si elles ne sont pas toujours fondées, ou elles peuvent même être fausses, fait que chacun veut être considéré comme un être singulier quand celui qui gère le collectif veut maintenir la cohésion du collectif. C'est vrai pour les autorités religieuses, c'est vrai pour les autorités politiques, c'est vrai pour les autorités administratives. Et c'est un sujet sur lequel, moi, je suis très interpellé par 2 ou 3 phénomènes. Je n'avais cessé d'alerter la classe politique il y a déjà, mais Pascal connaît probablement l'histoire mieux que moi, sur ce que je qualifiais des éruptions citoyennes à l'échelon de la planète. On n'a pas du tout été assez attentif à l'effet de Stéphane Hessel, même si la révolte sans action me gênait un peu.
On n'a pas du tout analysé, À l'époque des indignés. à l'époque des indignés, sauf la contestation du système sur Podemos, sur ce qui se passait aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu la campagne américaine, personne ne s'est interrogé sur l'extraordinaire score de Bernie Sanders qui a contesté le poids dominant le retour de Corbyn. Ça veut dire qu'à l'échelon de la planète, le vrai problème des plus droite-gauche, c'est j'assiste à un recul de la démocratie et à l'émergence de dictatures. C'est un sujet sur lequel on n'est pas suffisamment sensible. La seconde, c'est que je vois l'émergence d'une exigence des minorités ou de l'écrasement des minorités. Et troisièmement, je m'aperçois que ce capitalisme non régulé pose un problème énorme, de conflit des territoires sur la localisation de la valeur ajoutée, de conflit des générations et de conflit des identités. Sur lequel les clés d'entrée gauche-droite n'ont plus de sens. Et l'on voit bien que les clivages ne sont plus là où on le croit. Pascal a mille fois raison, nous ne cessions d'alerter sur le fait qu'aujourd'hui, l'aspect bipolaire derrière lequel le confort de la classe politique se réfugiait, la division n'était pas de droite-gauche, la division était sur l'Europe. Elle était foncièrement Europe. Et à gauche, il y avait des anti-européens et des pro-européens, et à droite, des anti-européens et des pro-européens. L'on voit bien que derrière, qu'est-ce que c'est que la politique? C'est d'abord un projet de société. C'est d'abord un idéal, une espérance politique qui a besoin de se retrouver dans la diversité. Or, une des questions sur lesquelles il faut qu'on se pose, c'est est-ce que la politique structure les institutions ou est-ce que c'est le fonctionnement des institutions qui structure la politique? Est-ce que l'élection présidentielle française, qui impose une bipolarité du second tour, n'a pas comme facilité intellectuelle de gommer la diversité très normale d'une émancipation d'idées, d'une confrontation d'idées et d'une richesse qu'il ne faut surtout pas combattre. C'est important qu'il y ait plusieurs gauches, c'est important qu'il y ait plusieurs droites, qu'à droite, il y ait des souverainistes, des européanistes, des gens porteurs d'autorité, qu'à gauche, il y ait des gens contestataires. Et donc, on voit bien que nous sommes à un moment où est-ce que l'on a comme priorité le confort du système et la conquête du pouvoir, ou est-ce qu'on a au contraire une inversion des choses et une mobilisation de l'intelligence collective des citoyens porteurs d'un idéal? Et je reviens sur l'observation que vous formuliez. Moi, je n'ai pas, lorsque l'élection d'Emmanuel Macron à laquelle j'ai contribué, nous avons eu des résultats importants aux législatives en faisant tout ce qu'il fallait pour perdre, puisqu'on a choisi des candidats qui n'étaient pas des professionnels de la politique. Et nous avons eu un succès important. On m'a posé la question en disant « Alors, vous êtes heureux ?» J'ai dit « Non, je suis responsable. » Et quand on m'a posé la question, on m'a dit « Vous cachez votre joie ?» J'ai dit « Non. N'oublions jamais qu'Emmanuel Macron a gagné. Parce que pour la première fois dans l'élection présidentielle française, ça n'était pas un choix politique, c'était un rejet du système. Ce que vous évoquiez en janvier 2017. Et quand ce qui était au cœur de la volonté politique française des citoyens, c'était de changer le système. Mais on a ce même phénomène à l'échelon de la planète. Donc il faut qu'on s'interroge sur cette formidable interpellation du général de Gaulle qui disait « On ne conduit pas un système politique stable sur la désespérance des peuples ». Or, nos politiques aujourd'hui ne font plus rêver les peuples. Ils gèrent les peuples. Et on est plus en train d'essayer d'apaiser les marchés et les bourses que d'apaiser les citoyens qui sont terrorisés par les peurs. Et l'autre clivage, au-delà de l'Europe, c'est aujourd'hui, Emmanuel Macron a gagné par rejet du système et par le fait que par une mécanique assez intéressante mais préoccupante des réseaux sociaux et de la vie moderne, forcément, ceux qui restent enfermés dans une appartenance pour exister ont besoin d'être radicalisés. Pour être catho, il faut être plus catho. Pour être de droite, il faut être plus de droite. Pour être de gauche, il faut être plus de gauche. Et la mécanique des réseaux sociaux pousse à cette radicalisation. Au point, mais là je parle sous votre contrôle, qu'à la veille des élections présidentielles, il y avait un nombre incroyable de citoyens qui étaient encore en train d'hésiter. Donc on n'était plus dans les bipolarités droite-gauche, on était dans... Et la seconde, c'est que Hamon, sur l'échelle droite-gauche, je crois que
Mélenchon était à 9,2, quelque chose comme ça, ou 9,3, et Hamon était à 9,1. Mais sur l'échelle de droite, Le Pen était à 9,2 ou 9,3 et Fillon était à 8,7. C'est-à-dire qu'il y avait un espace au centre absolument gigantesque. Mais l'espace au centre, si vous analysez ça sur un échiquier politique, vous dites « Ah, ben c'est l'espace de Bayrou, etc. » Si vous analysez ça sur un aspect psychologique et sociologique, c'était une aspiration des hommes et des femmes à aspirer à ce que les hommes et les femmes mettent leurs différences en commun pour s'unir pour un projet collectif et servir enfin la France. Et ça résonnait complètement à l'adhésion à la décision du président Sarkozy lorsqu'il avait mis Rocard et Juppé à la tête du comité d'investissement. L'ensemble de la société française avait dit « Quelle chance pour le pays d'avoir des hommes de ce niveau-là capables de faire taire leurs différences pour les mettre au service du pays. » Et je crois qu'il faut donc, dans un souci intellectuel classique, en France, on a besoin de normer, de classer les gens pour mieux justifier notre anormalité ou notre normalité. Il faut que nous soyons attentifs aujourd'hui à ce que ce sont des mouvements populaires qui sont en train de montrer que le dogme de l'après-guerre où le progrès social était engendré par le progrès économique, en fin de compte, le progrès économique a amené un progrès matériel, mais a fait baisser le bonheur de vivre des gens. Et que nous sommes dans un moment où la société du cerveau dans lequel on est fait qu'après avoir été en désillusion sur les frustrations de cette société de consommation, nous avons besoin, au moment où on allonge la durée de vie, d'être heureux de vivre. Or ça, on ne sait pas le faire. Et Martin Luther King n'a pas dit « j'ai un plan », il a dit « j'ai un rêve ». Et la différence entre les managers et les leaders, le manager gère un problème, les leaders donnent envie. Qui donne envie dans son projet? Macron a su donner envie. Il a su donner envie d'abord parce qu'il a montré qu'il en avait envie, et puis il avait un projet basé sur des convictions. Et basé sur des convictions de permettre à chacun d'être acteur. Et je crois que c'est ça qui est la donnée politique tout à fait intéressante. Il faut garder des différences. Alors, la démocratie, c'est l'opposition. C'est des positions irréconciliables, ça fait partie même de la différence. Mais il faut qu'on retrouve non plus cette pathologie du pouvoir qui fait qu'en France, plus les idéologies politiques baissaient, plus la soif du pouvoir augmentait, mais en donnant des illusions aux citoyens en disant « filez-moi les clés, j'ai envie de jouir du pouvoir ». Aujourd'hui, on demande aux politiques d'exercer un pouvoir, mais sur un projet collectif. Et c'est tout à fait fascinant que Emmanuel Macron a gagné en renversant tous les canons. Il ne fallait surtout pas parler d'Europe. L'Europe était un facteur anti-électoral. Et il en a fait. Il a parlé de l'Europe. Et il fallait surtout rester enfermé dans une église politique droite ou gauche. Lui, il a cassé tous les systèmes pour dire « je cherche à rassembler ». C'est-à-dire que nous sommes passés d'une vision statique de la politique, dans lequel l'illusion des politiques, c'était de dire « on est enfermé dans un bloc, Marine Le Pen arrive, c'est pas grave, c'est plus facile pour nous parce qu'on n'a plus qu'un tour à faire », à une dynamique qui a bouleversé tous les blocs dans une société liquide qui est en permanente recomposition. Alors par rapport à ça, justement, Pascal, à entendre, quitte à revenir à un clivage, j'ai le sentiment enfin, que nous sommes extrêmement nombreux à être en appel d'un projet de société et le clivage gauche-droite ne se retrouve pas, hormis des extrêmes. Autrement dit, on aurait une radicalisation, extrême droite, extrême gauche, mais au milieu, d'ailleurs ce qui se passe avec Juppé ces jours-ci est assez intéressant, au milieu des gens qui sont tout à fait prêts à basculer sur 180 degrés. Est-ce que c'est effectivement ce que vous observez, cette possibilité de gens qui hier étaient à gauche qui pourraient voter à droite, des gens qui étaient à droite qui pourraient revenir un petit peu vers le centre? En revanche, on a toujours nos extrêmes qui fonctionnent bien de manière clairement identifiée. Alors, il faut être prudent, bien sûr, parce que nous sommes dans une situation de crise, mais au sens positif du terme. Vous savez, un marxiste italien très intéressant à lire encore aujourd'hui, Gramsci, dans ses lettres de prison, parce qu'il avait écrit en prison puisque les fascistes l'avaient interné, au moins il avait la paix, parce qu'il était à l'abri des pressions de l'internationale communiste, comme ça il pouvait penser librement en prison. Et donc c'est un des marxistes les plus intéressants à lire, Gramsci. Et Gramsci disait, qu'est-ce que c'est que la crise? C'est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître. On est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Alors, le vieux meurt, bien sûr, il n'est pas mort. C'est ce vieux clivage gauche-droite qui a 2 siècles d'histoire derrière nous, qui a dans nos têtes, dans nos familles, dans nos cœurs, voilà, il y a tout un héritage dont nous sommes les héritiers. Et c'est très bien, on ne rentre pas dans l'avenir en rognant. Ce qui fait qu'on dit que Macron fait une politique de droite sur les impôts, par exemple. Alors, on va venir à Macron. Alors, et puis, donc, il y a ce vieux monde qui se
des structures, et puis il y a le neuf qui hésite à naître. Parce que le neuf, il est en train de naître, mais il ne faut pas croire que, voilà, il y a eu un avant et un après. Il y avait avant la présidentielle de 2017 le vieux monde, et maintenant qu'il y a le nouveau monde. Si on tombe là-dedans, on n'a rien compris. Parce que c'est un processus beaucoup plus en tension entre ces deux mondes. Et d'ailleurs, quand vous écoutez attentivement Emmanuel Macron dans la campagne, ce n'était pas le ni gauche ni droite, c'était le « et » de gauche et de droite. Ce n'est pas la même chose. Le ni gauche ni droite, c'était Marine Le Pen. Ni gauche ni droite français. Mais on voit bien que ces deux candidats, vous voyez, qui arrivent au second tour, sont deux candidats du rejet d'un système. Pas de la même manière, mais ils ont quelque chose en commun. Ils rejettent le système tel qu'il fonctionne. Et ça, c'est intéressant, que les Français aient choisi, en fait, deux candidats qui voulaient provoquer un processus de déstabilisation du système. C'est eux que les Français choisissent et propulsent au second tour. Simplement, il y a un rejet qui, dans le rejet, cherche à inventer quelque part un autre monde, et puis il y a un rejet, celui de Marine Le Pen, qui est un rejet qui s'enferme sur lui-même, qui veut revenir à une France d'ailleurs fantasmée, largement fantasmée, très respectable, mais à une France d'avant, à une France éternelle qui aurait été bouleversée par tout ce qui s'est passé. Mais ce sont bien deux candidats du rejet du système. Et ça veut dire quelque chose. C'est un symptôme tout de même formidable, parce que tous les candidats de la droite et de la gauche éternelle qui avaient toujours organisé les présidentielles depuis le début, sauf 1969, il ne faut pas oublier, 1969, au second tour, il y avait Poher-Pompidou, un candidat centriste contre un candidat de droite, et puis il y a eu 2002 déjà. Oui. Donc il y a eu, dans le système, il y avait tout de même de temps en temps des petits signes qui montraient que, voilà, l'ordre bipolaire était contesté. Alors, venons-en à Macron. Macron, en effet, porté par un courant d'opinion que beaucoup de gens ne voulaient pas voir, de politiques, d'observateurs, d'intellectuels, de citoyens, ne voulaient pas voir. Moi, je vois dans mon milieu. On se disait, oui, c'est intéressant, mais c'est des tendances légères. Et quand on osait dire non, ce sont des tendances lourdes, il n'y a personne derrière lui. Il y avait beaucoup de réticence. Il fallait soi-même, d'ailleurs, si vous voulez penser quelque chose de radicalement nouveau, il faut soi-même faire un effort, parce que dans tous les milieux, même dans le milieu intellectuel, la tendance, et peut-être surtout dans le milieu intellectuel, la tendance, c'est la reproduction de l'éternel hier. On a des catégories, on a toujours pensé avec ça, on continue à penser avec ça. Mais on voit bien que cette crise crée une béance. Les gens ne sont plus contents du système bipolaire. Et un espace central, je ne dis pas centriste, un espace central se libère. Parce que, et c'est là aussi où il y a toujours dans les changements politiques des éléments de hasard, la droite et la gauche ont choisi pour les représenter des candidats qui oublient qu'une élection, ça se gagne au centre. La gauche l'a oublié en choisissant Hamon et Mélenchon, et la droite l'a oublié en choisissant François Fillon et Marine Le Pen pour la droite extrême. Donc, un espace phénoménal, comme ça n'était jamais arrivé dans une présidentielle, se libère. Cet espace, il est composé au fond de trois éléments. Il y a l'espace qui a toujours existé sous la Ve République, qui est l'espace centriste. Et le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron n'est pas négligeable. Quand vous regardez la séquence, c'est un élément du décollage d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron apparaît à partir de ce moment-là comme un candidat qui a la base suffisante pour perturber le duopole. Bon. Donc l'espace centriste est là, mais l'espace centriste, ça représente quoi? Au pire, 7-8%, et au mieux 18%. Ça, voilà, c'est le Bayrou de 2007. Mais attention, le Bayrou de 2007, et là j'en viens au deuxième élément de l'espace central, c'est un Bayrou qui se nourrit du vote des socialistes qui ne veulent pas de Ségolène Royal. Donc c'est un centrisme qui ramasse des déçus de la gauche. Et troisième espace central, troisième composant de l'espace central, les déçus de la droite.
l'espace macronien d'un plan électoral, vous allez voir, on va sortir demain à Sciences Po, aux presses de Sciences Po, un livre qui s'appelle « Le vote disruptif » qui revient sur cette séquence électorale. L'espace macronien, c'est la confluence de ces trois courants. L'héritage centriste, la déception vis-à-vis de la gauche, et le fait que Emmanuel Macron ait été un ministre longtemps dans un gouvernement de gauche et un ancien secrétaire général adjoint d'un président de gauche, il a eu le temps, au sein de l'espace de la gauche, de capitaliser les déçus de la gauche. Et il a, et ça c'est important, là aussi on le disait, mais on n'était pas écouté. Il y a 2 ans, moi j'avais écrit un papier là-dessus, pour la première fois dans l'histoire électorale de la Ve République, on voyait apparaître un électorat significatif de gauche libérale. La gauche française ne connaissait pas. La gauche libérale, c'était rien. Souvenez-vous, c'était, par exemple, Manuel Valls, lorsqu'il se comptait dans les congrès socialistes, c'était 5%. Est-ce qu'on aurait pu dire Rocard autrefois ? Voilà. Oui, Rocard, des hommes comme Bockel, des gens... Mais ça a toujours été des marginaux. La gauche ne laissait pas d'espace, n'autorisait pas la naissance d'un électorat de gauche libérale. Depuis 3 ans, c'est faux. Étaient en train de naître, on le voyait dans les enquêtes, des gens qui se disaient de gauche, mais qui étaient favorables à un libéralisme en matière économique et un libéralisme en matière culturelle. Les deux. Un électorat pleinement libéral, de gauche libérale. Donc, l'espace centriste, ce courant de gauche libérale qu'il cristallise bien sûr, parce qu'il l'incarne. Il l'a incarné pendant 3 ans sans qu'on s'en rende compte. Et puis, ensuite, vient la droite déçue. Alors, la droite déçue, elle vient en 2 temps. Elle vient d'abord, il y a des déçus de François Fillon. Vous savez qu'à peu près 20% de l'électorat de Sarkozy qui va voter en 2017 choisit non pas le candidat Fillon, mais choisit le candidat Macron. Pas négligeable, hein ? Bon. Et puis ensuite, bien sûr, on peut faire confiance au président pour être un bon stratège, il nomme Édouard Philippe, il donne les ministères économiques essentiellement à la droite, et là, après avoir provoqué en amont la disruption de la gauche, il va provoquer la disruption de la droite. On y est, puis ça continue sur l'Europe, etc. Donc on y est. Donc le macronisme électoral, il est bien un peu centriste, mais il est surtout et de gauche et de droite. Voilà. Jean-Paul Delevoye, Pascal vient de citer aussi ces hommes de gauche et ces femmes de gauche qui étaient tentés par le libéralisme. Est-ce qu'il n'y a pas toujours quand même des notions qui font que nous avons une difficulté à enlever nos anciennes peaux ? État, nation, libéralisme, interventionnisme, progressiste, traditionnaliste. Est-ce qu'il n'y a pas toujours des notions qui déclenchent chez nous, presque par automatisme, être plutôt de gauche? On parle d'une culture, maison de la culture, on va penser plutôt de la gauche. On va penser famille, immédiatement, il y a une sorte de référentiel plutôt de droite. Est-ce qu'il n'y a pas des notions dans notre société, le rapport à la santé, à la famille, à l'État, au territoire, où très vite, on a tendance à dire « Ah, c'est une notion de gauche. Ah, ça, c'est plutôt une notion de droite. » Est-ce que c'est ça qu'il faut faire voler en éclats ou qui, petit à petit, comme dit Pascal, ça va mettre 20, 30 ans? Non, mais chacun a besoin de se structurer par rapport à des repères politiques, des repères religieux, j'y reviendrai. Moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience assez exceptionnelle sur le plan humain. J'étais président des maires de France pendant 10 ans. Et statutairement, mon bureau était composé de 50% de gens de gauche et de 50% de gens de droite. Et plus de 90% des décisions ont été prises à l'unanimité. Mais souvent, je disais, si je mettais un journaliste dans la salle et que je lui demandais de bien vouloir donner l'étiquette à chacun, il se serait trompé 9 fois sur 10. Pourquoi ? Parce que quand nous parlions de problèmes de sécurité, j'avais des discours de sécurité par des élus de gauche qui auraient surpris plus d'un élu de droite. Donc la caméra vidéo n'est pas forcément un élu de droite. Et lorsque je parlais de social, etc. Alors quels sont les conforts intellectuels derrière lesquels nous nous campons ? Toujours le clivage a été, est-ce qu'il faut d'abord distribuer puis ensuite développer l'économie, c'était plutôt la gauche, ou est-ce qu'il faut développer les ressources pour ensuite distribuer, c'était plutôt la droite. Est-ce qu'il faut faire confiance à l'individu, l'individualisation, c'était plutôt la droite, et le sens du collectif, c'était plutôt la gauche. On voit bien qu'aujourd'hui, l'intelligence d'Emmanuel Macron a été de dire que nous l'oublions trop souvent, la métamorphose du monde est enclenchée par des apports technologiques dont on ne mesure pas les impacts.
La nouvelle technologie va modifier le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport à l'autre. Et nous sommes dans un moment où une des questions, il y a deux questions majeures qui me posent vraiment débat. Ce capitalisme effréné qui n'a pas de régulation, qui va réguler le monde? Donc où se trouve le pouvoir? Est-ce que ce sont les États-nations? Est-ce que ce sont les multinationales? Est-ce que ce sont les mégalopoles? Et l'on voit bien que la dimension des problèmes impose la dimension des réponses, donc des dimensions continentales, si on veut avoir une stabilité du monde entre les Amériques et la Chine. D'où l'importance de l'Europe protectrice. Le second élément, c'est qui socialise nos sociétés? Qui fait que l'on a envie de vivre avec l'autre? Au moment où toutes nos institutions socialisantes, depuis le départ de l'humanité, sont remises en cause, le travail, est-ce que le robot va remplacer le travail ou est-ce qu'il va augmenter des salaires de plus en plus élevés sur des gens de plus en plus diplômés, de plus en plus compétents avec une classe sociale abondante, ou est-ce que demain la relation au travail est en train de... la relation à la famille? Nos croyances religieuses vont être complètement revisitées. Vous avez reçu Pascal Pic, l'on voit qu'aujourd'hui, les paléontologues sont en train de remettre en cause l'essence de l'homme sur Terre. Donc, les dogmes religieux monothéistes vont être déstabilisés. Les idéologies politiques, puisqu'on parle beaucoup de droite-gauche, mais on le parle sur écurie de pouvoir. Sur les idéologies, on n'en parle pas suffisamment. Qu'est-ce que la pensée de gauche? Qu'est-ce que la pensée de droite? Or, aujourd'hui, et c'est ça ce qui est fascinant dans l'intelligence des citoyens, c'est que le bon sens citoyen demande aux politiques non pas de jouir du pouvoir, mais de dire le politique il est là pour guider le peuple ou suivre le peuple. Or, les peuples ont besoin de guides, de visions, de projets dans lesquels ils veulent se sentir acteurs. Et l'on voit aujourd'hui des réflexes citoyens absolument fascinants. Nous le voyons, nous, dans les laboratoires que l'on met en marche. Il y a des contestations, il y a des animations, parce que tout le système politique a été basé sur la conquête du pouvoir, sur la préservation du pouvoir. Au point d'ailleurs que le débat politique a été tronqué de deux façons. Les politiques jugeaient moralement acceptable ou inacceptable de débattre de certaines questions. Ah, vous n'avez pas le droit de parler de ces questions, donc on ne sait plus, dans le monde politique, on ne sait plus parler de l'immigration. Est-ce que c'est un facteur d'augmentation du terrorisme ou un facteur du développement économique? Dans le milieu politique, impossible de parler de ça. Les citoyens sont capables d'en parler. Est-ce que le vieillissement va mettre le droit de mourir ou pas? Toutes les notions morales et éthiques, la technologie va nous faire toucher les limites de la préservation de l'humain et de la préservation de la nature. Et l'on voit bien que 40% des Américains sont créationnistes en disant « Dieu nous a donné la nature pour qu'on puisse l'exploiter sans réserve ». On voit bien qu'aujourd'hui, la fragilité de la nature est en train de poser et d'impacter toute une série de débats politiques qui fait que l'écologie ou l'environnement n'est plus un débat de droite ou un débat de gauche. C'est un débat de société. Mais l'on voit bien que la fragilité de l'humain, dans ses croyances, dans sa radicalisation, y compris destructrice, pose un vrai problème de se dire est-ce que nous ne sommes pas en train de créer des sentiments dans nos sociétés performatives où la performance, on l'a poussée jusqu'au bout, ce qui fait qu'on a besoin du grand politique, du grand journaliste, du grand philosophe, et donc le diplômé écrase celui qui n'est pas diplômé, le fort écrase le faible, le riche écrase le pauvre, le travailleur, etc. Dans cette société de la performance, en réalité, on crée des rapports de force intercitoyens qui fait que, très naturellement, quand il n'y a plus de réussite collective, on a tendance à se replier sur soi. Or, n'oublions pas que les nations ne meurent pas, mais elles peuvent se suicider. Et que Victor Hugo nous avait alerté en disant il y a des moments où la foule écrase le peuple. C'est-à-dire que, ayant perdu le sens des convictions, puisque depuis 40 ans on a dit aux citoyens dormez braves gens, moi politique je suis là pour gérer votre destin, ne vous occupez pas des affaires, elles sont trop compliquées. En réalité, on a fait perdre le sens des convictions. Et tout le projet d'Emmanuel Macron, et de droite et de gauche, c'est de dire comment faire en sorte que dans cette société des cerveaux et des esprits, nous puissions redonner à chacun la possibilité de se construire une conviction, même si elle est contraire à la nôtre. Parce que si l'homme est sans conviction, il sera demain esclave de celles et ceux qui, par les banques de données, les 5, on parle beaucoup de GAFA, mais on ne parle pas des 5 chinois, qui sont aujourd'hui en train de modifier notre comportement sans que nous en rendions compte, en tant qu'acheteurs, en tant qu'électeurs, mais aussi en tant que conscience. Puisque nos jeunes ne vont plus sur les réseaux de télévision
pour avoir une information. Ils vont chercher dans les sites qui leur plaisent l'information qui leur plaise. Or, les tsunamis émotionnels renverseront tous les systèmes politiques et alimenteront le besoin d'une dictature pour imposer que dans cet océan de tourbillons émotionnels, on puisse garder une unité d'un pouvoir central. Et donc, nous sommes dans un moment où, comme quand Christophe Colomb envahissait l'Amérique du Sud, il y allait avec la conquête de l'Espagne et l'Église catholique. Les Américains ont gagné la guerre en mettant la démocratie et la libération du commerce. La libération du commerce est fragilisée par un capitalisme non reculé et la démocratie est fragilisée parce qu'elle a des faiblesses que celles et ceux qui sont sans vertu sont en train de contester. Donc ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas un débat droite-gauche. C'est est-ce qu'on offre à nos citoyens le moyen d'être libres et à nos enfants de pouvoir prendre du recul par rapport à l'information? Et la bataille du temps est en train de remplacer la bataille des espaces. Avant, il fallait construire et conquérir des territoires pour avoir des ressources agricoles et des ressources industrielles. La vraie bataille de demain, c'est la bataille de nos esprits et de nos jeunes. Et j'en veux pour seule conséquence que le temps que vous gagnez par vos iPhones, vous avez tous réservé vos places, vous avez gagné les places de parking, vous réservez vos billets de train, etc. Que faites-vous de ce temps gagné? Ben moi, je vais vous répondre, 99,9%, vous accélérez votre consommation de mails, vous consommez des informations sans prendre le temps de les voir si elles sont justes ou pas, et qui fait qu'aujourd'hui, au moment où la ministre de la Santé dit « la pandémie est à nos portes, si nous ne nous vaccinons pas », la majeure partie de nos jeunes mamans disent « la vaccination est dangereuse ». Et que nos croyances et nos convictions et nos comportements sont faits non pas en temps de vérité, mais en temps d'informations qu'on a reçues, même si elles sont fausses. Donc nous sommes dans un moment où les maîtres du monde peuvent être demain des manipulateurs de nos consciences et de nos comportements qui, à ce moment-là, bouleverseront la classe politique, parce que la classe politique cherchera à surfer sur des émotions, même si c'est pour aller sur le vent des catastrophes, ou au contraire, nous retrouvons l'esprit de la démocratie. Alors justement, qui est la revenir sur cet responsabilisation citoyenne et d'offrir aux citoyens de participer à des débats, même si ces débats contestent le pouvoir politique. Alors finalement, et là je m'adresse aussi à vous deux, et Pascal notamment, finalement, à vous entendre, c'est nos institutions qui sont à la traîne et qui sont en train d'être finalement complètement disqualifiées par rapport à ces nouveaux rapports. Est-ce que toutes nos institutions n'essayent pas de nous renvoyer vers ces éternelles grilles de lecture, alors qu'en France et dans le monde, on se rend compte qu'effectivement, la Chine pourrait presque paraître, je veux dire une hérésie, une expérience intéressante, même si elle est assez stupéfiante. Est-ce que finalement, ce n'est pas les institutions qui essayent de pérenniser ce système? Autrement dit, ce que la démocratie représentative n'est pas à reconsidérer. Alors les indignés, vous parliez, Podemos, d'autres systèmes. Comment est-ce que vous voyez? Est-ce que les institutions, le système électoral peuvent encore continuer à ne pas écouter ces voix qui viennent de la population? Alors, vous voyez bien que la démocratie représentative, du moins en France, là, dans la séquence, elle a écouté. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut se méfier, là aussi. Il n'y a pas le nouveau monde et l'ancien monde, et il faudrait jeter tout l'ancien monde. Non. D'ailleurs, vous avez vu qu'un président qui se présente comme très disrupteur s'est articulé sur les fondamentaux de la Ve République de 1958, revue et corrigée en 1962. Et qu'il revendique cet étayage sur le vieux monde, profondément renouvelé par le général de Gaulle en 1958-1962. Ce qui ne veut pas dire que la demande démocratique horizontale citoyenne ne doit pas, dans des institutions renouvelées, tenter de trouver des espaces d'expression. Mais ça, à la limite, l'expression, cette démocratie horizontale, elle s'en occupe elle-même, mais surtout essayer de penser l'articulation, et ça fait bien 10-20 ans qu'on est confronté à cette affaire, l'articulation, pour aller vite, de la démocratie horizontale avec la démocratie verticale. Nos sociétés énormes ont besoin d'une démocratie verticale et représentative. On ne va pas pratiquer, il ne faut pas tomber dans la démagogie, l'agora permanente, etc. On n'est pas dans un canton suisse. Et encore, pas tous les cantons suisses. Un nuit debout au niveau national permanent serait difficile. Oui, d'ailleurs, enfin, même nuit debout, il ne faut pas avoir une vision complètement irénique de cette affaire. Moi, j'y suis allé. Quand vous regardiez, qu'est-ce qui était à l'œuvre? C'était avant tout, quand il s'agissait de décider de quelque chose, des minorités actives. Il faut bien voir que dans ces
phénomène, les minorités actives sont beaucoup à l'œuvre et qu'au moins la démocratie représentative, elle a un avantage, c'est le nombre, hein, et non pas les minorités actives. Le nombre qui donne la légitimité. Oui, bien sûr, le nombre donne la légitimité, bien sûr. Hein. Alors, il faut certainement, mais on voit bien que le processus est parti, renouveler le dispositif institutionnel. C'est une réflexion sur le mode de scrutin. Bon, cette réflexion sur le mode de scrutin est en cours, c'est bigrement intéressant le mode de scrutin, mais là aussi il ne faut pas avoir une vision naïve, parce qu'un mode de scrutin, qu'est-ce que c'est? Ça a deux fonctions et non pas une. La première fonction, c'est de représenter la diversité politique d'un pays. Et c'est vrai que là, c'est choquant. Le fait que le Front National ait aussi peu de représentants à l'Assemblée, c'est choquant. C'est tout de même un parti qui a fait 21-22% et ensuite 33-34% au second tour. Vous voyez, qu'il ait aussi peu de représentants pose un problème. Bon. C'est cette fonction de représentation plus équilibrée. Il n'y a pas de représentation parfaite. C'est une ânerie, ça. Mais une représentation plus équilibrée. Mais il ne faut pas oublier la deuxième fonction. La deuxième fonction d'un mode de scrutin, c'est de dégager devant le peuple des majorités pour gouverner. Hein? Et là, le majoritaire a des avantages que n'a pas la proportionnelle. Parce que la proportionnelle, ça permet de représenter le patchwork de nos opinions, de toutes nos sensibilités, etc. Mais ensuite, pour trouver des majorités pour gouverner, ça se fait dans le couloir des assemblées. Ce qu'on voit dans d'autres pays, voilà, Italie, exactement. Belgique et autres. Les appareils entre eux qui font leur petite cuisine, des petits partis charnières qui représentent 2% des suffrages, qui, selon qu'ils tombent à gauche ou à droite, font Israël, les par exemple. Mais bien sûr, Israël, regardez ce qui s'est passé en Espagne, où le grand problème pour la gauche ou la droite, c'était où vont tomber les Catalans. Voilà. Hein. Alors, une fois est tombé à droite, une fois est tombé à gauche, on prenait un peu d'autres partis autonomistes, et puis voilà, on confectionnait une majorité. Vous voyez, là, la proportionnelle, l'enfer est pavé de bonnes intentions, la proportionnelle débouchait en fait sur quelque chose qui n'était pas du tout démocratique. Le majoritaire, au moins une majoritaire à deux tours, c'est devant le peuple, entre les deux tours, on vous dit avec qui on va s'allier. Hein, et les alliances sont là dans chacune de nos circonscriptions. Est-ce qu'on peut concilier les avantages des deux? Bien sûr, il y a des scrutins mixtes. Hein. Les scrutins mixtes, ça existe. Hein. Alors on va voir ce dont on va accoucher dans les semaines et les mois qui viennent, mais regardez, même dans nos villes, Lyon, toutes les villes, vous avez un scrutin mixte qui reste à dominante majoritaire, c'est-à-dire que toutes les villes de France sont gouvernées par des majorités claires devant l'ensemble des Lyonnais, l'ensemble des Marseillais, l'ensemble des Toulousains, etc. Mais les minorités sont représentées, parce qu'il y a un correctif, en effet, proportionnel. Donc, voilà, il faut faire preuve d'imagination démocratique et saisir le fait que nous sommes un peu dans une conjoncture maintenant politique plate, il n'y a pas de grandes élections, du moins dans l'immédiat, pour essayer de réfléchir un peu sereinement et calmement à cette affaire. Un travail est aussi lancé autour du président de l'Assemblée nationale pour tenter de renouveler un peu la manière d'exercer son métier de parlementaire. Bon, là, saisissons cette chance. Saisissons cette chance pour essayer en effet d'adapter un peu l'offre institutionnelle à cette demande démocratique nouvelle. Et puis, imagination à avoir, comment articule-t-on la démocratie représentative et la démocratie participative? Comment on l'articule, mais concrètement. Bon, et là, il y a un chantier énorme devant nous. Mais il y a des pays d'Europe du Nord dans lesquels il y a beaucoup de choses. Il faut essayer de s'inspirer aussi de ce qui marche un peu chez nos voisins, en particulier les voisins d'Europe du Nord. Il y a en matière d'articulation de la démocratie représentative et de la démocratie délibérative beaucoup de choses intéressantes. Et puis, si vous voulez, peu à peu, il va falloir que le nouveau clivage, qui n'est pas en train de remplacer le clivage gauche-droite, mais qui vient se surajouter au clivage gauche-droite, trouve des moyens d'expression et des relais stables. Alors, La République en marche est peut-être, avec d'autres, un des éléments pour exprimer ce nouveau clivage, parce qu'au fond, le nouveau clivage, qu'est-ce qui s'est imposé là? Vous voyez bien que ce n'est plus un clivage gauche-droite, puisque vous regardez l'équipe, vous regardez les hommes et les femmes autour de Macron, c'est des gens de gauche, des gens de droite et des gens d'ailleurs. Bien. Mais dans la population, le clivage qui est devenu le clivage dominant, c'est quoi? C'est le clivage que moi j'appelle depuis plus de 20 ans
le clivage entre société ouverte et société du recentrage national. On voit bien qu'au-delà du clivage gauche-droite, le clivage dominant en France comme ailleurs, d'ailleurs dans beaucoup de pays européens, regardez, avant notre présidentielle, on aurait dû s'intéresser à ce qui se passait en Autriche. Il y a eu un second tour d'élection présidentielle. Alors bien sûr, le président autrichien n'a pas les pouvoirs du président français, mais qui était très intéressant. En Autriche, vous savez, depuis l'après-guerre, qui faisait la loi? C'était les deux grands partis, les sociaux-démocrates à gauche, les conservateurs de l'EVP à droite. Ils alternaient, et puis même assez souvent, ils faisaient des grandes coalitions à la germanique, ils gouvernaient ensemble. Ce système a commencé à rentrer dans un processus de déstabilisation avec la montée de l'extrême droite autrichienne, bien, qui continue d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a eu une disruption totale. À la dernière présidentielle, les deux partis de droite et de gauche disparaissent. Les deux candidats n'arrivent pas à être au second tour. Et les deux candidats, c'est d'un côté Le Pen en pantalon local, une femme non, c'est un homme. Et de l'autre côté, un professeur que je connais bien, un ancien professeur de l'université de Vienne, qui est l'actuel patron de l'Autriche, l'actuel président, et qui est M. Van der Bellen, et qui est, je dirais, un écolo-centriste. Vous voyez ? Donc en Autriche, il y a eu, je ne sais pas, 8 mois avant notre présidentielle, une présidentielle qui annonçait ce qui allait se passer en France. Et maintenant, vous voyez qu'il y a un jeune leader, M. Kurz, 31 ans, il bat Macron sur la jeunesse des artères, qui est en train de s'imposer comme chancelier. Alors là, peut-être, vous voyez, l'âge des artères ne fait pas tout, parce que Kurz, il nous réinvente quelque chose qui est plutôt une grande alliance des droites jusqu'à l'extrême droite. Donc il ne suffit pas d'être jeune pour être porteur de schémas radicalement nouveaux. La jeunesse des artères, on peut être très jeune dans les artères et très vieux dans sa tête, et vice-versa. C'est rassurant quand on a des cheveux blancs. Voilà. Donc il y a bien là quelque chose de très profond qui est en train de s'installer, bien au-delà d'ailleurs de la seule Europe, qui est ce clivage de milieux politiques, sociaux, culturels, économiques, qui considèrent que certes, le monde ouvert, le monde global, a des inconvénients, vous en parliez tout à l'heure, mais qu'à terme, on a plus à gagner qu'à perdre à cette ouverture. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le camp de la société ouverte. Et l'Europe est un très bon marqueur dans nos sociétés européennes. Et puis, vous avez de l'autre côté des milieux de gauche et de droite, sociaux, culturels, qui considèrent que la globalisation nous apporte beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages et que le temps est venu d'un recentrage national extrêmement fort. C'est-à-dire un recentrage par le biais du protectionnisme économique. Écoutez, lors de la dernière campagne, les propositions économiques de gens pourtant très différents comme Marine Le Pen d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre, c'était marqué au coin d'un très fort protectionnisme économique. Parfois, c'est prolongé, ça c'est Marine Le Pen, par un très fort protectionnisme culturel, des démarches où on dit voilà, il faut défendre bec et ongle une identité nationale et une identité nationale durcie, de caractère ethno-culturel plus qu'autre chose. Et là, on voit bien que c'est un camp du recentrage national qui se met en place. Alors qui, pour l'instant, n'a pas de vocation majoritaire. Pourquoi ? Parce qu'il est divisé par le monde ancien, puisque ce sont des gens qui viennent de la gauche, et parfois de la gauche radicale, et de l'autre côté qui viennent de la droite, et parfois de la droite radicale. Donc c'est difficile que la confluence se trouve. C'est ce qu'a tenté de faire Marine Le Pen au second tour. Il faut revenir sur le second tour. C'est très intéressant entre les deux tours. J'aimerais revenir sur cet aspect-là et demander à Jean-Paul Delevoye sur cette... On pourrait presque dire qu'il y a des gens qui pourraient s'imaginer trouver un futur jouable dans tout ce qui se dessine à nous, dans cette société qui se construit, et des gens qui seraient craintifs par rapport à ce futur. Est-ce que ce n'est pas aussi, effectivement, ce distinguo qui apparaît ? Et d'ailleurs, on fait quelquefois le reproche à Macron d'être celui qui serait le président de ceux qui estiment que les nouvelles technologies, tout ça, on a tout à gagner par rapport à des gens qui auraient tout à perdre. Est-ce que c'est un raccourci rapide, trop rapide ? Non. Vous êtes effectivement sur un sujet de structuration de la pensée des peuples. Dans la métamorphose que j'évoquais tout à l'heure,
nous rentrons de ce que l'armée américaine avait appelé interpeller les pouvoirs politiques américains dans un avenir imprévisible, illisible, incertain. Et donc toutes les sociétés qui avaient été construites pour sécuriser les citoyens, ce qui était le cas des sociétés politiques occidentales, puisque l'on avait mis en place des politiques sociales qui permettaient aux uns et aux autres de dire si vous avez un parcours de vie, on va vous sécuriser. Fait que dans la perception des peuples, si nous ne retrouvons pas le goût du risque, la foi dans le progrès qui était l'ADN de la société française pendant le siècle des Lumières, si aujourd'hui on interroge les Français sur la perception qu'ils ont du progrès, c'est extrêmement divisé. Il y a ceux qui pensent que le progrès va tout régler et ceux qui pensent que le futur sera plus négatif. Et comme disait Pascal, on peut être de droite et de gauche dans ces deux options. Et donc aujourd'hui, mais ça n'est pas vrai uniquement que dans le monde occidental, quand un peuple, une famille, une entreprise n'a plus de futur prometteur, il a tendance à se replier sur un présent qu'il surconsomme et qu'il considère l'autre comme un adversaire. Et en même temps, les politiques, à mes yeux, ont commis l'erreur, ne pouvant pas promettre un futur prometteur, de refaire saigner les cicatrices du passé avec les lois mémorielles. Comment construire un futur commun quand on se déchire sur le présent et qu'on refait saigner les blessures du passé, je pense à l'Algérie, la France, etc., etc. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est que dans une famille, dans une entreprise, dans un État, il y a trois sentiments qui les structurent, les espérances, les peurs et la tentation. Quand vous êtes dans une période de croissance, des 40 glorieuses, etc., les espérances sont très fortes. Les salariés ne sont pas inquiets quand l'entreprise a de bons résultats, a de bons clients, un carnet de commandes, et quand, jusque dans les années 80, eh bien, à la limite, tout allait bien, on allait pouvoir s'acheter des voitures, on avait une plus-value matérielle ou une plus-value spirituelle, etc. Quand tout ça a été remis en cause, et donc quand les espérances sont fortes, les peurs sont faibles, et la tentation de quitter le système n'existe quasiment pas. Là, nous sommes dans un moment inverse. Les espérances sont considérablement réduites, les peurs ont tendance donc à augmenter, et la tentation de quitter le système, de travailler au black, de partir à l'étranger, de ne pas aller à l'école, etc., devient de plus en plus forte. Et donc le système a un réflexe de se raidir. Tu dois aller à l'école. Alors que la vraie question, c'est comment donner du plaisir à aller à l'école. Tu dois travailler. Et on met la contrainte alors qu'aujourd'hui on est dans le contrat. On met l'obéissance alors qu'aujourd'hui on est dans l'adhésion. Donc on est dans un moment où d'un côté il y a les candidats des peurs, ce qu'évoquait Pascal tout à l'heure, et donc dans ces cas-là, les réflexes suicidaires des nations se mettent en marche. C'est plus il faut penser monde, plus on pense village, plus il faut penser moyen terme, plus on pense court terme, plus il faut penser l'autre, plus on pense chacun pour soi. Et c'est quelque chose qui peut amener des visions destructrices, parce que non maîtrisées par les politiques, en gardant toujours un optimisme, parce que Victor Hugo disait aussi « Les peuples sont des volcans, la lave détruit tout, mais une fois qu'elle est éteinte, elle fertilise tout. » Et donc on voit bien que la victoire d'Emmanuel Macron contre l'antisystème fait qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, quelquefois avec un doute, sont celles et ceux qui pensent que cet avenir est prometteur, qu'il faut transformer le pays et dans lequel ils peuvent se sentir acteurs. Mais on est conscient aussi qu'il y a énormément de citoyens qui pensent que l'avenir n'est pas pour eux, qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes, d'autant plus qu'un certain nombre de politiques, parce qu'ils jouent le court terme, parce qu'ils jouent l'électoralisme, parce qu'ils jouent la conquête du pouvoir, ont compris que c'était bien plus facile de gérer les peurs que de construire des espérances. Et ce n'est pas plus facile de croire à demain quand on est armé culturellement, socialement, que lorsque l'on a peu. C'est tout le problème de l'éducation. Nous avons un système éducatif qui a tendance à créer la mésestime de soi. Tout notre système politique de domination des peuples ont été basés sur la notion de l'échec et non pas du potentiel. Et donc on a un peuple qui a une relative mésestime de soi. Quand on a une mésestime de soi, on n'a pas confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre. Et on n'a pas confiance dans le futur. Et donc le vrai combat que l'on a sur le plan éducatif, et y compris parental, on voit d'ailleurs que dans les neurosciences, il faut avoir une relation, on doit avoir un passerelle entre les politiques et les sociologues, mais il va falloir maintenant que les neurosciences nous éclairent
sur le comportement. On voit bien que les zones frontales, par l'amour, l'extase amoureuse ou l'épouvante, sont les mêmes. Et donc, on voit bien qu'on peut basculer d'un mouvement d'enthousiasme à un mouvement de désespérance ou un mouvement d'inquiétude. Et dans le système éducatif, on voit bien que l'environnement dans lequel on place les individus est un élément majeur de construction de la confiance. Si les enfants sont placés dans un milieu insécure sur le plan parental, ils vont avoir un potentiel cérébral affaibli, une mésestime d'eux-mêmes qui font que demain, ils pourront éventuellement aller jusqu'à une radicalisation ou à une contestation ou à une incapacité de concevoir un futur. Et donc, l'on voit bien qu'aujourd'hui, le vrai problème des politiques, c'est de quel type d'environnement nous devons mettre en œuvre pour faire en sorte que nos concitoyens, dès le plus jeune âge, donc au lieu de faire un débat sur l'école maternelle à 3 ans, c'est comment on accompagne les mamans et les papas dès les 3 derniers mois de la grossesse, à faire en sorte que le potentiel d'un enfant soit au maximum. Et l'on voit bien que c'est une inversion culturelle politique intéressante. C'est que l'enfant qui échoue, à ce moment-là, ça n'est plus un raté. C'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. L'handicapé, ce n'est pas quelqu'un d'inférieur. C'est une intelligence à mobiliser. Le retraité, c'est une intelligence disponible. Le chômeur est une intelligence à mettre en œuvre. Et donc, l'on voit bien que si l'on est conscient, ce que les Américains ont mis en œuvre, que la valeur immatérielle des entreprises et donc la valeur immatérielle des nations, c'est le bien de demain et c'est la force de demain, ce n'est pas la fertilité des sols ni la technologie des sous-sols, nous voyons bien que tout le projet politique auquel on est en train actuellement d'essayer de réfléchir, c'est quand on met 12 élèves par classe, ce n'est pas pour avoir un plaisir syndical ou pour le confort du professeur, c'est parce que si on perd, si on laisse décrocher un enfant, c'est une perte du potentiel pour l'ensemble du collectif. S'occuper des plus vulnérables et des plus fragiles, des autistes, des handicapés, etc., ce n'est pas un acte de charité qui cherche à soulager notre judéo-conscience. C'est au contraire de faire en sorte que si on sait s'occuper des plus vulnérables, on saura s'occuper des plus forts. Et donc l'on voit bien que dans cette approche-là, on voit bien que cette dimension humaine pose un besoin aujourd'hui d'un humanisme nouveau qui va devoir mettre des limites à la régulation, à l'absence de régulation du capitalisme. Toutes les questions qui sont devant nous nécessitent une nouvelle attitude politique parce que jusqu'à présent, le politique avait tendance à faire rêver en repoussant les limites. On va aller sur Mars, on va transplanter les cœurs, etc. Tous les débats qui sont là demain devant nous, c'est quelles sont les limites au-delà desquelles il ne faut pas aller pour protéger la nature. C'est le combat juridique pour faire en sorte que les brevets issus de la nature ne soient pas commercialisables, c'est les débats sur les perturbateurs endocriniens, etc. Et jusqu'où doit-on préserver l'humain? Est-ce que l'humain sera esclave de la machine ou est-ce qu'il pourra dominer la machine? Et c'est ça qui est intéressant, et je termine là-dessus, c'est que dans l'aspect institutionnel qu'évoquait Pascal, peut-être devrons-nous retrouver de nouveaux équilibres. Et le vrai débat de demain, ce n'est pas un débat manichéen, c'est un débat de dosage des équilibres. Je partage totalement son point de vue selon lequel la diversité de la société doit se retrouver dans la diversité des assemblées. Et que donc il faudra une dose de proportionnel. Et qu'on doit passer de l'unité française qui demande la conformité à l'unicité de la société française qui respecte la diversité. Mais en même temps, gouverner, disait Jean Jaurès, c'est le pouvoir de dire oui à une foule qui dit non. C'est-à-dire que le rôle d'un politique, c'est de guider et de trancher sur l'intérêt général qui, par définition, heurte des intérêts catégoriels. Et donc, nous avons besoin d'un fait majoritaire. Mais l'équilibre par la puissance des territoires, qui est une donnée nouvelle, les États-nations, en fin de compte, vont tirer leurs faiblesses, vont compenser leurs faiblesses par la force de l'imagination des territoires. Et donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à réfléchir à une Assemblée nationale qui porte l'intérêt général et la dimension internationale européenne? Et est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir un Sénat qui soit, comme les Länder, une Assemblée des territoires? Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir un Conseil économique qui soit une Assemblée des citoyens? Moi, je crois beaucoup. Alors, c'est là où on peut avoir un débat, Pascal. Je pense que le politique affiche ses faiblesses et que la démocratie participative, c'est aujourd'hui une expression d'émotion, comme le référendum. Je pense que moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à la démocratie délibérative. C'est-à-dire, qu'est-ce que je donne aux citoyens comme élément lui permettant de se construire une conviction? Faut-il sortir de l'euro ou pas? J'invite dans des assemblées comme celle-ci à des intellectuels qui disent qu'il faut sortir de l'euro, et à des intellectuels qui disent qu'il ne faut pas sortir de l'euro, et puis peut-être à des gens qui sont entre les deux, permettant à celles et ceux qui sortent
de se dire « j'ai le temps de me construire une conviction, je vais choisir ». Pourquoi je dis ça? Parce que les Australiens, qui s'interrogeaient pour savoir s'ils devaient donner un droit aux aborigènes, ont mis en place jury citoyen, tirage au sort, etc. Et contrairement à la pensée politique, ils ont estimé qu'il fallait le faire. Ils l'ont fait. Les Irlandais pensaient qu'il ne fallait pas, par conviction religieuse, protestante et catholique, donner le droit à l'avortement aux femmes. Ils ont mis en place ce type de démocratie délibérative. Et ils ont abouti à la conclusion, nous sommes contre à titre personnel et compte tenu de nos convictions religieuses, mais au nom de la libération et du droit de la femme, nous sommes favorables à ce que les femmes irlandaises puissent avoir accès. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut faire confiance à l'intelligence des peuples quand on donne au peuple le moyen d'être intelligent. Et la démocratie participative, c'est une consultation spontanée émotionnelle. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Et ça ne me plaît pas. C'est à mon avis instable et ça joue des émotions. Et notre vrai combat, c'est le combat des commissions. Et puis je terminerai simplement pour dire une chose, et j'ai compris qu'il ne fallait pas... J'aimerais entendre Pascal sur un des éléments que vous avez cité. J'ai une question pour les intellectuels. J'étais interpellé par l'un d'entre vous qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, est-ce que tu te rends compte que les civilisations qui ont traversé les millénaires, les Chinois, les Araméens, les Juifs, avaient tous une caractéristique, l'obsession de la préservation de l'harmonie du corps collectif, même au détriment de droits de l'homme, etc. Toutes nos sociétés occidentales, et notamment performatifs, ont amené le progrès matériel, ont amené le progrès financier, mais ont fait reculer le bonheur des âmes et le progrès du bien-être. Or, le monde de demain est un monde psychique dans lequel la performance ne sera liée que si on donne l'épanouissement aux uns et aux autres. Les élèves sont heureux si les profs sont heureux. Les entreprises seront performantes si les salariés sont heureux. Les politiques seront stabilisées si les citoyens sont heureux. Et donc, c'est ça qui est, à mon avis, fascinant. C'est que cette exigence nouvelle peut donner des vertus aux politiques auxquelles nous aspirons. Pascal, est-ce que vous pensez que cette révolution culturelle, en fait, est à l'œuvre chez les politiques que vous suivez à la trace? Est-ce qu'effectivement, ce genre d'envolée auquel on a envie d'adhérer, vous le retrouvez dans le personnel politique actuel? Ou bien, effectivement, vous voyez petit à petit ce genre de préoccupation l'emporter sur des rivalités de pouvoir? Et nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Oui. Alors, deux remarques là-dessus. Alors, je vais faire un détour littéraire, mais qui est utile, à mon avis. Un des grands spécialistes des sociétés africaines, maintenant disparu, Georges Balandier, avait écrit un petit livre extraordinaire où il montrait que dans une société, le temps n'est pas aussi rapide selon l'étage de la société où on se situe. Et Balandier disait, le temps économique, c'est un temps de changement rapide. Le temps social, il est déjà un peu plus lent. Le temps culturel, il est encore plus lent. Et le temps politique, parfois, sauf dans des périodes où tout bouge, comme en ce moment, il peut être encore plus lent que le temps culturel. Ça n'augure rien de bon, ce que vous dites. Et Balandier disait, en effet, quand les temps sont trop déconnectés, on est dans des situations extrêmement difficiles. Et on est un peu dans un moment où, en effet, il y a, regardez les livres extrêmement intéressants qui sortent en ce moment, le livre en particulier d'Armo Troza, qui est déjà sorti il y a quelques années, sur l'accélération du temps. Voilà, il y a des temps qui s'accélèrent et puis il y en a d'autres qui, en effet, restent, j'allais dire, dans des mouvements d'inertie. Et c'est là où vient se loger le malentendu, la crise, le conflit. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, moi je suis très sensible à ce que vient de dire Jean-Paul. Nous sommes en effet dans une société, et le mouvement avait commencé au moment de la Révolution française, qui est une société de plus en plus d'individus. Nous pensons avant tout à développer les droits de l'individu. Moi, je, dans tous les secteurs. Et c'est un processus extrêmement lourd. Gauchet a écrit des choses formidables là-dessus. Voilà, c'est un processus extrêmement lourd que personne ne peut freiner. Mais cette société d'individus, il y a des moments où elle se pose tout de même la question de recréer un lien collectif, un lien
c'est le moment où la société s'arrête, elle dit mais est-ce que nous constituons encore, ou est-ce qu'on peut prétendre encore constituer une communauté? C'est la fameuse question, vous savez, quand on dit le lien social, etc. C'est ça ce que ça veut dire. La France est à un moment où, en effet, le peuple se pose ce type de questions. Et là, il y a une fracture. Il ne faut pas, tout de même, il y a une fracture que l'on a vu s'exprimer au moment de la présidentielle et des législatives. Il y a une partie du peuple, en effet, qui est prêt à adhérer à un nouveau projet, à condition qu'il soit ambitieux, mis en musique et incarné. C'est ce que s'efforce de faire le nouveau président. Y arrivera-t-il? Je ne sais pas. Là, bon, il est trop tôt pour pouvoir y répondre. Et puis, il y a une autre partie du peuple, et c'est là où ça pose problème, qui est le peuple d'en bas, qui est le peuple des territoires périphériques, qui est le peuple en bas de l'échelle des diplômes, qui est de plus en plus dans un mouvement de rétraction, d'inquiétude et de demande éperdue de protection, et qui n'est pas, pour l'instant, convaincu par le discours sur les nouvelles protections. Parce qu'on peut avoir un discours fort sur les nouvelles protections. Et quand on écoute Jean-Paul, c'est ça ce qui est derrière. C'est comment inventer de nouvelles protections. Protection, c'est important. Et pour l'instant, on le voit, regardez au second tour. Une majorité des ouvriers français qui sont allés voter ont voté Marine Le Pen. Les territoires, les seuls territoires, mais Jean-Paul en vient, donc il sait ce dont je parle, les seuls territoires qui ont accordé, où le plafond de verre a sauté, où il y a eu une majorité absolue pour Marine Le Pen, c'est l'Aisne et le Pas-de-Calais. Là, elle a fait plus de 50%. Vous voyez, comme parangon de départements bourgeois aux classes moyennes, on fait mieux. Ce sont des départements qui ont une tripe populaire phénoménale, et une tripe populaire qui, pendant très longtemps, a été exprimée par la gauche. En 1981, il n'y avait aucun député de droite dans ces deux départements, Aisne et Pas-de-Calais. Et c'est ces départements qui, aujourd'hui, ont donné une majorité absolue à Marine Le Pen. Donc on voit bien qu'il y a, si vous voulez, quelque chose de lourd, auquel, bien sûr, le nouvel exécutif se confronte. C'est-à-dire que derrière la rupture politique, alors pour l'instant, Emmanuel Macron est à l'aise parce que face à lui, il a de la puissance parce qu'il représente, mais aussi par la faiblesse de ses adversaires. Voilà. Il a un tel champ de ruines qu'il a de la marge de manœuvre. Ça ne va pas durer ad vitam aeternam, mais il a de la marge de manœuvre. Mais on voit bien que, si vous voulez, il doit s'adresser à l'autre France. C'est une priorité pour le nouvel exécutif. Il doit s'adresser à l'autre France parce que cette autre France, pour l'instant, elle est, et quand on regarde les enquêtes, ça n'a pas beaucoup bougé, elle est en dissidence. Et on ne peut pas laisser cette France d'en bas, pour parler vite, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, mais on ne peut pas laisser cette France d'en bas peu à peu rentrer en dissidence. Pour le pouvoir en place, à terme, ça va lui poser des problèmes majeurs. Pascal, je vais être obligé de vous interrompre. Finalement, on se rend bien compte qu'être le président de tous les Français, actuellement, ce n'est pas gagné. Merci à l'un et l'autre de ces éclairages. Je signale que nous allons rentrer dans une séance de dédicace d'ouvrages. Un certain nombre d'intervenants de la journée sont à votre disposition pour signer les livres qu'ils ont rédigés ou commis. Merci aux uns et aux autres et à cet après-midi.